Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question que tout le monde s'est déjà posée un jour de méforme. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? On a tous des baisses de morale, mais on est souvent un peu démunis pour les comprendre et y faire face. C'est un sentiment complètement universel. Et c'est justement le point de départ des sources qu'on explore aujourd'hui, qui sont tirées du travail de la psychologue Dr. Julie Smith. Elle raconte une anecdote assez forte. Ah oui. Une de ses jeunes patientes, après avoir compris quelques mécanismes vraiment de base de son propre esprit, lui a demandé, presque avec indignation, «Mais pourquoi personne ne m'a jamais dit ça avant?» C'est une question tellement puissante, non? Ça sous-entend que ces outils pour se comprendre soi-même Hmm, ne devraient pas être un secret gardé dans le cabinet d'un psy. Ça devrait être des compétences de vie, de base. Un peu comme on apprend, je sais pas, à bien se nourrir ou à gérer un budget. c'est exactement ça. L'objectif, c'est pas de ne plus jamais avoir de jour sans. C'est impossible. C'est plutôt de se construire une sorte de boîte à outils mentale. D'accord. Démystifier ce qui se passe en nous pour mieux naviguer les hauts et les bas, qui sont inévitables dans une vie. Alors, c'est notre mission du jour. On va ouvrir cette fameuse boîte à outils, prendre ces concepts psychologiques et voir comment, très concrètement, on peut s'en servir au quotidien. Allons-y. Parfait. Le premier obstacle, et c'est une idée, je trouve, très ancrée, c'est de croire qu'il y a des gens qui sont heureux par nature et d'autres qui ne le sont pas, comme un trait de caractère. Oui. Or, le livre bouscule complètement cette vision des choses. Oui, et il le fait avec une analogie que je trouve vraiment excellente, celle de la température corporelle. Hmm, Personne ne s'attend à avoir 37 degrés pile en permanence. On sait très bien que notre température, elle fluctue, elle réagit à l'environnement, à un effort, à une maladie. Pour l'humeur, c'est la même chose. C'est un indicateur, un signal. ce n'est pas une identité. Exactement. La considérer comme quelque chose de fixe, c'est se préparer à être déçu en permanence. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle déculpabilise. Si j'ai un peu de fièvre, je me dis pas je suis une personne fiévreuse. Je me demande tiens, qu'est-ce qui se passe? Et ça nous amène à un point qui est crucial. Ce n'est pas juste dans la tête. Absolument pas. L'exemple donné dans les sources est très concret. Imaginez, on se réveille un matin avec un sentiment de désespoir, une irritabilité. Oui, ça arrive. Le premier réflexe, c'est de chercher une cause psychologique profonde. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais si on remonte le fil, on trouve peut-être une nuit trop courte passée à travailler, une mauvaise hydratation, un réveil brutal. Mm. Et le corps, lui, il réagit. Il envoie des signaux de détresse. Le cœur qui bat un peu plus vite, une grosse fatigue. Et là, le cerveau, qui est une formidable machine à donner du sens, il interprète ces signaux physiques et il conclut ⁇ Je suis déprimé ⁇ C'est précisément ce que le livre appelle la route à double sens. On pense souvent que nos pensées influencent nos émotions, et c'est vrai, Bien sûr. mais l'inverse est tout aussi puissant. Notre état physique et nos émotions, ça teinte radicalement nos pensées. Une humeur basse, c'est comme mettre une paire de lunettes noires. Tout paraît plus sombre, et on devient beaucoup plus réceptif aux pensées négatives. Mais ça ne s'arrête pas là, j'imagine. Ça influence aussi ce qu'on fait, nos actions. Et c'est là que commence ce que les sources appellent la spirale descendante. C'est un cercle vicieux qui est redoutablement efficace. Prenons un exemple tout simple. L'humeur baisse, disons, à cause de la fatigue. On se sent à plat. Ok. Le comportement qui en découle, c'est souvent le repli. On annule une sortie entre amis, on reste sur le canapé à ne rien faire. Ce qui, sur le moment, paraît être la seule chose possible, la seule chose dont on a envie. Voilà. Mais cette action, ce retrait, va nourrir des pensées. Des choses comme je suis nul, je ne suis même pas capable de voir mes amis, ou à quoi bon de toute façon. Et ces pensées, à leur tour, font chuter l'humeur encore plus bas. On se sent encore plus triste, encore plus isolé, ce qui va renforcer l'envie de se retirer encore plus. Et la spirale s'accélère vers le bas. Chaque élément, l'émotion, le comportement, la pensée et même la sensation physique, nourrit tous les autres. Ce qui est fascinant et un peu effrayant, c'est de voir à quel point tout est connecté. Mais si je suis la logique jusqu'au bout, ça veut aussi dire que si on arrive à bouger ne serait-ce qu'une seule de ces pièces, on peut potentiellement inverser la direction de la spirale. C'est exactement la clé. On ne peut pas décider de se sentir heureux, pas plus qu'on ne peut décider de faire baisser sa fièvre par la seule volonté. Mais on a un certain contrôle sur nos actions et on peut apprendre à interagir différemment avec nos pensées. D'accord. C'est là que le livre propose un cadre d'analyse très simple. Il s'agit de décomposer une expérience difficile en 4 parties. Les pensées, les émotions, les sensations physiques et les comportements. Juste les lister, les identifier. Oui,
Le simple fait de les poser sur le papier, ça permet déjà de voir les liens et de trouver un point d'entrée pour agir. D'accord, donc comprendre cette mécanique, c'est le premier pas. Mais souvent, notre premier réflexe pour sortir d'un état négatif, c'est de chercher une solution immédiate. Et c'est là qu'on tombe dans un autre piège. Le piège du soulagement instantané. Notre cerveau, il est programmé pour ça. Éviter la douleur, rechercher le plaisir. Hmm. Face à l'inconfort d'une émotion négative, il va donc nous pousser vers ce qui fonctionne tout de suite. Scroller pendant des heures sur les réseaux sociaux, enchaîner les épisodes d'une série, manger quelque chose de très sucré, boire un verre d'alcool. Des choses qui offrent une distraction, un engourdissement temporaire, on met le problème sur pause. Exactement. Le problème, c'est que ces stratégies, c'est comme prendre un analgésique pour une jambe cassée. Ça soulège la douleur sur le moment, mais ça ne répare rien. Et une fois que l'effet de la distraction s'estompe, Non seulement le sentiment initial revient, mais il est souvent accompagné de culpabilité ou de regret, ce qui aggrave encore la situation. Les solutions durables, celles qui construisent une vraie résilience, sont rarement rapides et faciles. je comprends la logique, mais en même temps, parfois on a juste besoin de déconnecter 5 minutes devant une série pour souffler. Est-ce que le livre fait une distinction entre une distraction saine et ce piège de l'évitement? C'est une excellente question. La différence, elle réside souvent dans l'intention et la conscience. Utiliser une série pour faire une pause délibérée, pour recharger ses batteries, c'est une chose. D'accord. S'y plonger pendant 6 heures pour fuir activement une conversation difficile ou un sentiment de vide, ça en est une autre. La nuance est subtile, mais elle est essentielle. Est un choix conscient de repos ou un réflexe d'évitement qui repousse le problème à plus tard. D'accord, je vois. Donc on évite les fausses solutions rapides. Mais souvent, le vrai champ de bataille, c'est ce qui se passe dans notre tête, ces pensées qui tournent en boucle et qui semblent si réelles. Le livre explore ça en détail, non? Oui, il décortique ce qu'on appelle les biais cognitifs ou les schémas de pensée. Ce sont des raccourcis que notre cerveau prend, surtout quand on est fatigué, stressé ou d'humeur maussade. C'est des filtres qui déforment la réalité. C'est exactement ça. Et en connaître quelques-uns, c'est un peu comme apprendre à reconnaître les tours d'un magicien. On se fait moins avoir. J'aime l'idée. Alors quel est le premier tour de passe-passe de notre cerveau? Un très grand classique, la lecture de pensée. C'est quand on est absolument convaincu de savoir ce que les autres pensent de nous, sans aucune preuve. L'exemple typique, mon amie m'a regardé bizarrement, je suis sûr qu'elle me déteste. Ah oui. On se dit pas, elle a peut-être mal dormi, ou elle pense à ses propres problèmes. Non, on saute directement à la conclusion la plus personnelle et la plus négative. Aïe, ça me parle. On devient tous des mentalistes ratés dans ces moments-là. C'est épuisant de passer son temps à essayer de deviner ce que les autres pensent, surtout quand notre propre humeur nous fait imaginer le pire. Et ça nous amène directement à un autre biais très courant, la surgénéralisation. C'est prendre un seul événement négatif, un seul, et en faire une règle absolue et permanente. On renverse son café le matin. Et ce n'est pas zut, j'ai renversé mon café. Non, la pensée qui surgit, c'est voilà, ce sera une de ces journées où tout va de travers. C'est l'effet boule de neige. Une rupture amoureuse, ça ne reste pas un événement triste et isolé, ça devient la preuve que je ne réussirai jamais une relation. On prend une seule donnée et on en tire une loi universelle sur notre vie entière. C'est incroyablement destructeur. Tout à fait. Un autre biais qui va souvent avec, c'est le raisonnement émotionnel. Celui-là est particulièrement sournois. Il consiste à prendre nos émotions pour des faits objectifs. C'est-à-dire, Je me sens coupable, donc je suis un mauvais parent. Ou je me sens anxieux avant cette présentation, donc je vais la rater. L'émotion devient la preuve de la réalité sans qu'on examine les faits. c'est comme si on disait j'ai peur des monstres sous mon lit, donc ils existent. Ça semble absurde dit comme ça, mais on le fait constamment avec nos émotions. C'est un point qui m'a vraiment marqué dans les sources. Et ça se connecte à un autre biais, celui qui nous fait voir uniquement ce qui confirme cette fausse réalité. Exactement, le filtre mental. Notre cerveau agit comme un projecteur qui n'éclaire que les éléments qui confirment nos croyances négatives, en laissant tout le reste dans l'ombre. Ah oui, L'exemple des réseaux sociaux est parfait. On peut recevoir 10 commentaires positifs et encourageants, mais si une seule personne laisse une critique, c'est la seule chose qu'on va retenir. Le cerveau filtre tout le positif pour se focaliser sur ce qui valide l'idée que quelque chose ne va pas. c'est fou comme c'est puissant. Ça explique pourquoi un seul commentaire négatif peut ruiner une journée. Le cerveau semble programmé pour chercher le danger, même quand il n'y en a pas. Et souvent, ce danger, on se le crée nous-mêmes, avec des règles internes impossibles à suivre. Ce qui nous amène au fameux il faut et je devrais. Ce sont des règles rigides, des exigences irréalistes qu'on s'impose.
Je dois toujours être performante. Je ne devrais jamais faire d'erreur. Il faut que tout le monde m'apprécie. Ah, le perfectionnisme. C'est souvent lié, oui. Et ça nous condamne à un sentiment d'échec permanent, parce que ces standards sont tout simplement inhumains. Ça crée une pression constante. Et quand on n'atteint pas cet idéal, on bascule facilement dans le dernier biais, qui est peut-être le plus brutal de tous. La pensée tout ou rien, ou la pensée dichotomique, c'est voir la vie en noir et blanc, sans aucune nuance de gris. Soit c'est parfait, soit c'est nul. C'est ça. Si je n'obtiens pas ce poste, je suis un échec total. Si mon régime n'est pas parfait, alors autant tout laisser tomber. Il n'y a pas d'entre-deux. Pas de place pour l'imperfection, pour l'apprentissage, la progression. Soit c'est un succès absolu, soit c'est un désastre complet. D'accord. Ma tête tourne un peu avec toutes les manières dont mon cerveau peut me jouer des tours. Ça peut sembler un peu décourageant de prendre conscience de tout ça. Comment, comment est-ce qu'on arrive concrètement à prendre du recul au moment où on est submergé par l'émotion? On ne peut pas juste appuyer sur un bouton stop. Non, et c'est le point le plus important. L'objectif n'est pas de bloquer ou de supprimer ses pensées. Tenter de ne pas penser à un éléphant rose, c'est le meilleur moyen de ne voir que des éléphants roses. D'accord. La clé, c'est de changer notre relation avec nos pensées, de cesser de les considérer comme des ordres ou des vérités absolues, et de commencer à les voir pour ce qu'elles sont. Des suggestions, des habitudes mentales, du bruit de fond généré par notre esprit. Créer une distance en quelque sorte. Passer du statut d'actrice principale emportée par l'histoire à celui de spectatrice qui observe le film se dérouler. C'est une très bonne image. Et pour s'entraîner à faire ça, il y a des techniques très concrètes. La première, c'est de ne pas essayer de le faire en pleine tempête émotionnelle. C'est trop difficile. Ok, on commence au calme. Voilà. C'est plus facile d'analyser la situation après coup, quand l'émotion est retombée. Tenir un simple journal en notant les faits, les pensées, les émotions, ça peut déjà aider à voir les schémas se dessiner. Une autre technique que j'ai trouvée dans les sources, qui est toute simple mais que je trouve brillante, c'est de changer la formulation même de nos pensées. Oui, c'est un outil très puissant. Au lieu de se laisser fusionner avec une pensée comme «je suis un échec», on peut la reformuler Comment? en disant «je suis en train d'avoir la pensée que je suis un échec». Cette petite modification, elle change tout. Ah, c'est tout simple, mais c'est génial. Juste changer quelques mots change complètement la perspective. On passe d'une déclaration d'identité, je suis, à l'observation d'un processus mental passager, je suis en train d'avoir la pensée que. On se désidentifie de la pensée. C'est un outil vraiment concret, ça. Et si on veut aller plus loin, c'est tout le principe de la pratique de la pleine conscience. Elle nous entraîne à nous asseoir au bord de la rivière de notre esprit et à regarder les pensées passer, comme des feuilles sur l'eau, sans sauter dans le courant à chaque fois. On apprend à les observer sans jugement. Exactement, on apprend à les laisser venir et à les laisser repartir. On développe ce muscle de l'observation qui nous permet de ne pas être emporté par chaque vague d'émotions ou de pensées négatives. Donc si je résume ce qu'on a exploré, le message central est plutôt optimiste finalement. La baisse de morale, c'est normal, c'est un signal. Notre humeur n'est pas une fatalité, mais le résultat d'une interaction complexe entre notre corps, nos actions et surtout les histoires que notre esprit nous raconte. C'est ça. Et nous avons plus de pouvoir d'influence que nous le croyons. Pas pour atteindre un état de bonheur constant et irréaliste, mais pour devenir de meilleurs navigateurs. Pour apprendre à lire la météo intérieure, à repérer les courants dangereux des pensées automatiques et à savoir comment redresser la barre quand on a dérivé. C'est un investissement pour notre santé future. Absolument. Il y a une métaphore très forte dans le livre pour décrire ça. C'est comme payer une hypothèque plutôt qu'un loyer pour son bien-être. Hmm, Les solutions de soulagement instantané, c'est du loyer. Ça dépanne pour la nuit, mais on ne construit rien. Apprendre ses compétences, c'est investir dans des fondations solides. c'est une image qui reste. On construit quelque chose de durable, brique par brique, prise de conscience après prise de conscience. Pour finir, les sources nous laissent avec une piste de réflexion qui, je trouve, change la perspective. On a vu tous ces schémas de pensée qui nous tirent vers le bas. Oui, Alors, la prochaine fois qu'une émotion négative intense se manifeste, plutôt que de se laisser entraîner par la question «Pourquoi est-ce que je me sens comme ça?» qui mène souvent à un cercle vicieux de justification, on pourrait essayer une question différente. plus constructive. Laquelle? Quelle histoire mon esprit est-il en train de me raconter en ce moment? Et surtout, est-ce la seule version possible de cette histoire? Une pensée à explorer.